Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en train de nous installer autour de la table. Couru, c'était un sprint. Merci d'être là. Voici le sommaire. Ce matin de l'heure de Préau, qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Il est fonctionnaire. Et ta maman, elle ne travaille pas non plus. Vous connaissez peut-être cette blague sur les salariés de la fonction publique. Il est de bon ton de moquer les fonctionnaires depuis la nuit des temps. Les administrations, c'est des endroits où quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance, disait Coluche. Sauf qu'un rapport explosif dévoile que sur un effectif audité de 1,1 million d'agents publics d'État, 310 000 travaillent moins que le seuil légal. On trouve aussi quelques perles, comme ces 13 000 conseillers principaux d'éducation, les CPE, qui disposent de 4 heures par semaine pour organiser leur mission dans les collèges et lycées. Et dans les faits, ces 4 heures seraient chômées et des millions d'heures sont ainsi évaporées. Dors pas le matin, disait Coluche, encore et toujours. Sans ça, tu sauras pas quoi faire cet après-midi quand on travaille dans l'administration. Mais bon, les fonctionnaires, depuis la nuit des temps, on s'en moque. Mythe ou réalité, ça va être un peu notre débat ce matin. Un de nos débats ce matin. On est content d'accueillir Sophie Obadia. Vous travaillez plus de 35 heures par semaine ? Je pense. Un avocat, ça travaille combien d'heures par semaine ? Ça dépend de l'avocat. Nous, on passe beaucoup de temps à attendre dans les audiences. Donc, est-ce que c'est du temps de travail, mais c'est un temps mort. Voilà. Elisabeth Lévy, vous travaillez plus de 35 heures par semaine ? Ah, je le crains, oui. Vous le crains pas, pourquoi ? Olivier d'Artigol est là, membre de la direction du Parti communiste français. Tout va bien ? Vous travaillez plus de 35 heures, moins de 35 heures ? Oui, mais j'aime bien aussi le droit à la paresse. Oui. Bah, vous avez raison. C'est Bonne la remarque. société de la performance. Tout. Vous avez parfaitement. Tiens, d'ailleurs, je vais partir. Je vais rentrer chez moi tout Non, de mais suite. pourquoi pas. Mais vous avez raison, parfaitement. Jean Messia est la membre du bureau national des Rassemblements nationaux. Plus de 35 heures, moins de 35 heures. Je prends ça très mal, je suis haut fonctionnaire moi-même, donc... Ah oui, mais aux fonctionnaires. et- Alors, oui. Les blagues sur les fonctionnaires, il faut y aller avec modération. Parce Bah, que c'est vrai, bah oui. la fonction publique, c'est un marché, c'est un plein de métiers en même temps. Donc, Éric de Ritmaten nous fera un point tout à l'heure dans quelques secondes. Benjamin Morel est là également avec nous, plus de 35 heures. Vous êtes prof ? 5 heures, oui. Ah oui, vous mais savez, oui, mais vous êtes sur tous les plateaux télé en plus, donc vous faites du rab. exactement, Ouais, Pascal. Gérard Leclerc, plus de 35 heures, forcément. Bon, merci d'être là. Est-ce que vous voulez qu'on commence par une séquence magique ? C'est la démocratie aujourd'hui, l'autogestion. Une séquence magique. Hier soir, cour de l'Élysée, palais de l'Élysée, arrivée de la seule star française. Qui a mis les musiques C'est ça, Madeleine de Proust. Bravo à ceux qui font les musiques. C'est vrai que c'est C'est bien, ouais, c'est très drôle. Ennio Morricone. c'est vrai que ça a de la gueule. Ah oui, ça. C'est quelque chose, hein. Mais encore, Bel animal. franchement, c'est une belle bête. Mais c'est un animal exceptionnel. Vous voulez que je vous dise un truc ? Ça me fait pleurer. Ouais, je Alain- comprends, non, mais ça. je peux pas vous dire autre chose. comprends. C'est d'une Alain, beauté rare c'est et Alain Delon, il a mais une c'est dégaine exceptionnelle. Exceptionnelle. c'est un Je vais vous accident. raconter quelque chose. C'est un accident Un jour, génétique, Alain Delon. j'étais dans une foire d'art contemporain et Oui. j'ai senti quelque chose de très étrange. Je suis assez sensible, mais là j'ai senti un truc étrange. Il se passe quelque chose dans cette salle. Et j'ai vu arriver de très très loin Alain Delon et j'ai été pétrifiée par la beauté de Vous voulez cet dire homme. par ses ondes? Il dégage quelque chose d'exceptionnel et de magnétique qui m'a. Ben voilà, c'est ça. Elle l'a vu. J'adore cette sensation. Mais Il n'y a personne, personne au monde n'est comme Alain Delon. Un guépard en Afrique, Il n'y a. somptueux. Mais c'est pour ça que c'est une star mondiale. Somptueux. Personne. C'est un accident génétique. Sur les 8 milliards d'individus, il n'y a pas une personne aujourd'hui qu'à 25 ans qui est aussi beau ou aussi belle pense que qu'Alain c'est vrai. Delon. C'est Ça n'existe pas. exceptionnel. Je ne peux pas vous dire, ça n'existe pas. Mais Alors, l'émotion lacrymale de Pascal, elle va plus loin parce qu'il Mais- il pense qu'après, il y a Gabin et Lino qui arrivent à la cour. bon, simplement la séquence, on vient de la voir en musique. Je vous propose de la voir en on, avec vraiment. Parce qu'il a parlé. Il est arrivé. Donc on l'a vu un peu au ralenti. On a vu la musique d'Ennio Morricone, qui est une musique évidemment magique. Voyez la vraie séquence en ambiance. Oui.
Il n'y a pas beaucoup de Français stars invités. Bon, il est de 1935. Donc c'est un homme qui a 84 ans. Je rappelle que Jean Gabin est mort, il avait 72 ans. Hein donc Gabin faisait vieux depuis 20 ans. Donc c'est magique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et alors, comme c'était la soirée sur la Chine, on vient de voir Pour Delon. la présence d'Alain Delon, je suppose. Mais parce que c'est la il était grande la star star en en Chine. Chine. C'est l'immense star. Alors, on vient d'entendre Alain Delon et il y a une autre star que je vous propose d'écouter. Et là, entre Delon et lui, on a peut-être changé d'époque, forcément. Regardez celui qui arrive et qui parle de la Chine. Il est clair que la France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Bon, Delon, De Gaulle, on va pas faire de rapprochement avec qui on a aujourd'hui, mais on a changé d'époque quand même. On n'est pas, voilà, c'est pas le même monde, mais pourquoi pas? Vous me regardez. Vous voulez dire que c'était mieux avant? Non. Il est atterré. Gérard Leclerc est atterré. Bon. Mais oui, parce que Gérard est le plus moderne d'entre nous. On parlera des fonctionnaires dans une seconde. Simplement, une toute petite chose en plus. Vous êtes au courant de ce qu'est une fake news? Et alors là, il faut faire vraiment très attention aux fake news. D'ailleurs, on dit plus fake news, on dit infox. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire de la casquette du préfet Lallemand? Est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Bon. J'ai vu votre Et annonce. quand vous avez vu la casquette, qu'est-ce que vous êtes dit, Jean Messia? Oh, ben, tout de suite, j'ai compris que c'était un canular. Ah, vous avez compris tout de suite? Ah oui, oui. Alors, regardez, ça, c'est une image, effectivement, donc, de la casquette. Donc, elle a été vue par 2 millions de personnes. Et moi, j'ai vu des gens très sérieux la commenter en disant pour qui il se prend, ce préfet, il a le melon, et ça. Sauf que c'est un fake. F-A-K-E. C'est une fausse. C'est-à-dire. Voilà, c'est un gars. Alors voilà la vraie casquette. Voilà la vraie casquette. Qui déjà exactement. Et le type qui fait ça, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention aux images. C'est sur Twitter, il s'appelle Illuminati reptilien. Donc déjà, Illuminati reptilien. Bon, Au moins, il annonce la couleur. Bon, Il essaye pas de donc faire croire à faites ses attention aux remords. images et Illuminati reptilien, parce que dans les fake news, j'ai appris hier qu'il y a 12 millions d'Américains qui sont persuadés que 50% de l'humanité sont des reptiliens qui se nourrissent d'ailleurs d'humains. 12 millions. Donc voilà, et ils appellent ça les reptiliens. Bon, les Américains sont persuadés que les extraterrestres sont parmi nous aussi. Oui, excusez-moi, en France, David Vincent les a on en vus. a vu pas mal aussi, quand même. David Vincent les a vus. Comment? Des reptiliens. Des reptiles. Non, mais en France, ne croyez pas qu'il y ait des imbéciles américains qui croient tout et que nous, en France, nous sommes tellement... Et vous savez, la première quand même fake un peu plus news, évolué. la première fake news, Non, la première, celle qui est en haut du sommet. Les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. La deuxième. La deuxième, c'est la CIA a zigouillé John Kennedy. Et puis, bien placé également, la famille royale, les Didi. Sur Kennedy, c'est plus compliqué. Comment? Sur Kennedy, c'est plus compliqué. Ah oui, vous y surprendant. croyez? Ah, je ne crois rien, je ne crois pas. Je dis simplement que c'est vrai que il y a eu beaucoup d'enquêtes, il y a eu beaucoup de tests qui ont été, et c'est que ça n'a jamais été totalement clair ce qui s'est passé. Non, mais D'accord. rappelez-vous le sondage de l'enquête qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, si vous voulez, sur les croyances des gens en France, c'est-à-dire, et y Bien compris, sûr. là, pour le coup, sur le complot des méchants, etc. La Terre est plate. Très, très Il faut- ancré. Bon, Terre est plate. allez, on parle des fonctionnaires. Non, juste pour dire, redire que effectivement, les réseaux sociaux, il y a de tout, y compris beaucoup de choses qui sont des âneries totales. Et alors qu'on a quand même cette tendance, on voit quelque chose, on dit ça doit être vrai. Non, il faut vraiment, quand on regarde quelque chose sur les réseaux sociaux ou même sur Internet, regarder toujours d'où ça vient, quelle est la crédibilité, etc. Vous voyez qu'un monde sans réseaux sociaux, c'était mieux. Et les réseaux sociaux, il faut aussi pour les médias. Hein. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire. mais pas Il n'y a pas de fake news dans les médias, Attendez, monsieur vous Messia. plaisantez. Là, on parle de Donald Trump qui vient d'être exonéré par Mueller. Oui, Ça oui. fait 2 ans que On en a parlé hier. la presse écrite, attendez, ça fait 2 ans que la presse écrite française relaie
les fake news des démocrates C'est pas américains faux. sur Trump. C'est pas faux. C'était pas des fake news, il y avait une enquête. Non, il y avait une d'accord, mais enquête. enfin, Il y avait une enquête, mais il faut pas mélanger Non, tout. non, Il y ceux avait qui une donnaient pour enquête. coupables. Ceux qui dressent Il y avait des accusations qui, à première vue, se révèlent fausses, mais Voilà. il y avait un vrai dossier, il y avait des accusations. Oui ou D'accord, non sauf, Voilà. sauf que les médias n'ont pas traité ça avec la prudence nécessaire. Non, mais vous avez et ont raison, présenté il y a comme des toujours- vérités, vous avez des choses qui restent à prouver. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceux qui instruisent des procès en permanence en complotisme ont massivement relayé le complotisme anti-Trump, la connivence avec la Russie, etc. pendant 2 ans. Donc il faut être C'est très pas prudent. faux. C'est-à-dire que non, avec ce qu'on dit. là où vous avez raison, c'est que la presse française, globalement, voit Trump, à juste titre ou pas, comme Évidemment. un horrible personnage. Mais c'est comme pour le Brexit, c'est comme tout ce non, qui est c'est vrai. contre le Non, système. mais- on a le droit d'avoir- Convenez que Trump est... C'est pas l'image de l'Amérique, c'est pas Obama, c'est pas John Mais Kennedy. pourquoi? Parce que vous trouvez que Macron, c'est l'image de la France qu'on veut Non, mais je donner. parle pas de Non, Macron, mais voilà, je mais parle voilà. de l'Amérique. Mais faut mélanger. L'image d'un pays, c'est l'image que le peuple veut lui en donner. Non, mais- Trump a été élu, il faut respecter. est-ce qu'on peut dire un J'entends mot bien, sur mais les fake convenez news que c'est pas l'image la plus classe des États-Unis qui ait eu. Mais Macron n'est pas mais- l'image la plus classe Je de parle la pas de France Macron, non plus. je Mais parle si, des mais États-Unis. Il faut comparer, sinon on comprend pas. Pardon. Juste qu'on sur parle cette des affaire de fonctionnaires. fake news, de fausses nouvelles, excusez-moi, j'en Oui, ai fausses ras-le-bol. nouvelles, c'est bien. Je commence à en avoir assez de ces traductions du français. Donc, sur cette affaire de fausses nouvelles, il faut être prudent parce que, si vous voulez, chacun va choisir les siennes. Alors maintenant, le président... Je fais court, d'accord. Le président est parti en guerre contre les fake news, si vous voulez, mais beaucoup de journalistes transforment en quelque sorte leurs opinions en vérité. Et Alain Finkielkraut en cite souvent une qu'on nous a servi pendant 20 ans, c'est que le niveau montait à l'école. Ça, c'est la plus grosse fausse nouvelle, si vous voulez, des 20 dernières D'accord. années. Merci, Elisabeth. Oui, alors Un mot et on passe aux fonctionnaires. Alors deux mots lire, là-dessus, si vous voulez. La première, c'est Mais non, que mais les c'est fake pas le news, sujet du jour, la donc, fake news, les fake news, c'est pas nouveau. On en a depuis longtemps. Ce qui change, c'est le terrain de crédibilité qui aujourd'hui font qu'elles sont socialement porteuses. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de fake news pour à peu près tout. Alors qu'une fake news, si on veut réduire ça à vraiment ce que c'est une information fabriquée volontairement, ce qui entre parenthèses tombe déjà sous le coup d'une Ça loi s'appelle du le 19e siècle. délit de fausses nouvelles. Exactement. Ça existe depuis Et 1881. aujourd'hui, c'est devenu un argument un peu passe-partout, et c'est là le vrai problème. Exact. Bon. C'est un élément de langage maintenant. Faut pas confondre C'est opinion. un élément de langage. fake Oui, news. c'est ça, il ne faut pas confondre fake news et opinion. Bon. Non, mais c'est surtout voilà. un moyen politique, si vous voulez, d'imposer un certain type de vérité. À la fin des fins, c'est ça que ça va être. Parlons des fonctionnaires, puisque c'est un peu le sujet du jour avec ce rapport. On va écouter immédiatement, d'ailleurs, Gérald Darmanin. J'ai ressorti, pour m'amuser, le sketch de Coluche qui a 40 ans. Hein. Moi, je ne pouvais pas travailler à l'administration parce que je parle en dormant. Alors, la nuit, c'est pas grave, mais au bureau, c'est compliqué. Et puis, alors, le premier jour que j'arrive à l'administration, personne. Alors, j'ai appelé, personne. Finalement, je vois le signal d'alarme, je tire le signal d'alarme. 5 minutes après, le mec arrive du bistrot avec 6 bières, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau. Bon, Non, c'était c'est même pas nouveau. avant. Bon. Courteline, c'est fait. Exactement. Tout Bon. l'humour de Courteline. Écoutez quand même ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin sur RTL. Ah, on ne connaissait pas exactement la photographie du temps de travail des agents Mais publics. on peut imaginer ça. Ben, Que vous vous savez, ne il y a- sachiez pas. Bon, il y a à peu près un petit peu moins de 5 millions d'agents publics. Il y en a un petit peu moins de 3 millions pour l'État. On- Ce qui est vrai, si vous voulez me faire dire que l'État doit être un meilleur DRH, vous avez tout à fait raison. Il y a 300 000 agents sur le million d'agents publics, en dehors des professeurs, qui ne feraient pas de 35 heures que nous connaissons les uns et les autres. Sur ces 300 000, il y en a 190 000 dont le rapport dit qu'ils ne le font pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens parce qu'ils travaillent le dimanche, parce qu'ils travaillent la nuit, on peut comprendre pourquoi ils ne font pas 35 heures. Et puis il y a 190 000 dans l'État où on se dit, bah voilà, on ne comprend pas très bien pourquoi ils le font. Donc moi je ne vais pas faire une revue de détail devant vous parce qu'il faut respecter chacune Non, des mais personnes qui dites-moi votre travaillent. conviction. Est-ce Mais que ma vous trouvez ça convic- normal? Mais- Si vous l'avez bah commandé non, ce rapport, c'est madame, pour en faire je viens quelque de vous dire, chose. Madame Martichoux, que je vous ai dit, je trouvais normal de faire 35 heures, sauf circonstances particulières, donc on en discutera. Et dans le débat parlementaire, je souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise. Éric de Ritmaten, j'imagine nos amis fonctionnaires qui nous écoutent et qui disent voilà, on va encore stigmatiser une partie de la population française, on va encore taper sur les fonctionnaires, ils vont s'amuser, comme je l'ai fait depuis quelques minutes en citant les blagues sur les fonctionnaires. Mythe ou réalité? C'est difficile à dire parce que d'abord, c'est vrai, vous avez raison. Vous qui nous regardez, vous vous dites oui, et ça, on n'est pas étonné. Voilà, les fonctionnaires, ça c'est l'image que les fonctionnaires ont, de pas assez travailler, il y en a trop, etc. Puis je me mets à la place des fonctionnaires.
qui vont se dire on nous tape dessus, on a encore la cible. Donc, voilà, c'est très difficile comme sujet, c'est explosif. Alors ce rapport, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe, effectivement, c'est une sorte d'audit, on va dire, qui passe au crible 1 million de fonctionnaires sur les 5 millions. Donc vous voyez, c'est quand même un cinquième. Et vous en avez 310 000 qui travaillent moins. Qui 30%. sont, voilà, qui sont, oui, mais pas sur les 5 millions. Mais vous voyez, donc c'est 1 million. C'est un audit sur 1 million de personnes. Et vous en avez 300 000 qui bossent moins, qui ne font pas les 35 heures. Mais encore une fois, sur 1 million, ça fait 30%. Pour beaucoup de Français, ça ne nous étonne pas ce rapport. Il y a plein de gens qui vont dire ça. Mais les fonctionnaires, en revanche, vont dire ouais, c'est pas normal. Et mais qu'est-ce qu'on pointe précisément ? Alors, il y a des exemples très concrets. Alors, c'est de l'audit, comme il l'a dit, c'est comme une RH qui dirait est-ce que vous êtes efficace ou pas, est-ce que vous travaillez assez. Alors, d'après ce que j'ai vu ce matin dans ce rapport de l'IGF, qui a été commandé. C'est quoi l'IGF ? C'est l'Inspection Générale des Finances. C'est la haute autorité du ministère de l'Économie qui analyse les comptes publics. Donc, c'est vraiment sérieux. Mais bon, alors est-ce qu'ils sont partiaux ou pas, j'en sais rien. C'est vrai que c'est commandé par l'État, c'est Gérald Darmanin qui va le présenter demain au Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on apprend ? C'est surtout une question de compensation horaire, c'est-à-dire qu'on travaille moins parce que, alors Gérard Leclerc, lui, pourra vous donner plus de détails, parce que je crois qu'il a été un moment dans le secteur de la fonction, même si tu n'as pas été fonctionnaire, Gérard, tu sais comment ça fonctionne. J'ai vu des méthodes. Voilà, tu as vu les méthodes. C'est vrai qu'il y a des jours de compensation, et il y a des trucs qui sont un peu insensés. Pourquoi au ministère de la Culture, alors que André Malraux était ministre du général de Gaulle qu'on a vu tout à l'heure en 1958, il y a encore la semaine Malraux. C'est-à-dire les agents du ministère de la Culture, peut-être pas tous d'ailleurs, il ne faut pas généraliser non plus, un certain nombre bénéficient encore d'une semaine de vacances. Au motif que c'est la semaine Malraux. En plus. Voilà. En plus, il y a combien de vacances pour les fonctionnaires ? Alors là, combien de semaines de vacances ? Ça dépend des ministères. Ça dépend des ministères. C'est pas sympa pour Jack Lang. Oui, parce que Terminé. Il faut une semaine Jack Lang. Terminé, parce que c'est les exemples qui nous intéressent. Donc une semaine en plus au ministère de la Culture. Pourquoi on ne sait pas ? Au ministère de l'Éducation nationale, vous avez ce qu'on appelle les conseillers effectivement d'éducation, les CPE, qui ont sans raison 4 heures de libre par semaine. Pas de libre pour organiser leur job. Voilà, pour organiser leur. Donc ça veut rien dire. Il n'y a pas de contrôle particulier. 4 heures pour organiser. Ça ne veut pas rien dire, ça ne veut pas rien dire. N'oublions pas que dans l'éducation nationale, et je connais, j'ai beaucoup d'amis et familles qui sont dans l'éducation nationale, ils disent attendez, nous on bosse le soir chez nous, on fait les devoirs, on remplit les trucs, c'est long de corriger des copies ici. Donc c'est du travail à la maison. Donc ça, il faut être honnête là-dessus. Ensuite, vous avez les psychologues de l'éducation. Les psychologues, alors c'est une fonction, la psychologie, qui sont très importants. Ils travaillent 300 heures de moins. Ça veut dire quoi travailler 300 heures de moins ? J'ai ressorti les chiffres, je vais vous dire. Aujourd'hui, la durée légale en France, 35 heures, ça fait 1607 heures de travail par an. D'après le rapport, en moyenne, on serait à 1578 heures. Bon, c'est pas non plus considérable. Mais pourquoi les psychologues, par exemple, ils travaillent 300 heures de moins ? Écoutez, ça justement, c'est le rapport. C'est ça, moi je voudrais comprendre. Peut-être que c'est justifié d'ailleurs, mais on aimerait. Je ne sais pas comment c'est calculé. Autre exemple, si vous me permettez, après vous commenterez, les agents d'accueil dans les préfectures et sous-préfectures. Et là, on vise les collectivités. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'abus de fonctionnaires, il porte surtout sur les agents des collectivités, avec cette masse d'emplois qui a été créée avec justement la décentralisation et puis la création des nouvelles couches. C'est un peu le nouveau bouc émissaire. Alors, je vous cite, je vous donne la parole. Terminé. Agent d'accueil de manière générale, mais ils disent notamment dans les préfectures et sous-préfectures. Et là, effectivement, ils ont des horaires, même en dessous des 35, largement. D'accord. Jean Messia, qui est au fonctionnaire, vous êtes le seul fonctionnaire ici. Exactement, je suis fonctionnaire depuis 20 ans, donc ça veut dire que je connais l'administration. Vous êtes dans quelle administration ? Alors, j'ai pas le droit de le dire parce que je ne suis pas là en tant que, mais... vous n'avez pas le droit de le dire ? Oui, c'est normal. La neutralité, oui. Mais alors, dans quelle administration vous êtes ? Je vous dis que j'ai pas forcément. C'est le devoir de neutralité. Juste pour répondre, alors il faut bien comprendre que ce rapport, c'est pas une étude universitaire qui tombe de manière neutre dans un terrain académique. C'est un rapport qui tombe dans des circonstances politiques particulières où on parle, par exemple, de révision, voire d'abrogation du statut général de la fonction publique. On sait qu'il y a une réflexion au sein de l'État sur l'évolution vers plus de contrats de droit privé dans l'administration, etc. Donc il faut bien prendre ce rapport comme étant un rapport politique et pas comme un rapport, purement technique ou technocratique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on pointe du doigt les fonctionnaires, enfin un certain nombre de fonctionnaires qui effectivement travaillent moins que la moyenne. Mais j'aurais aimé voir dans le rapport tous les fonctionnaires qui travaillent plus que la moyenne. Quand on voit par exemple que certains corps de métier ont des millions d'heures
travailler, pas Non payer récupérés. des millions non récupérés. Je parle par exemple des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont aussi des Mais là, fonctionnaires de justement, police. c'est pas ils veulent pas justement non, mettre ils veulent le pas, doigt ils veulent pas sur donner, l'armée. c'est attendez, politique. ils veulent pas donner une image positive de la fonction publique. On insiste que sur ce qui Olivier est d'Artigol. Le rapport, attendez, je termine. Si le rapport se voulait être équilibré, il eût fallu qu'il donnât effectivement l'entièreté de la situation. L'État, c'est quelque chose de global. C'est pas une approche comptable qui permet d'isoler des équivalents temps plein. L'État, c'est une logique d'ensemble. Simplement deux Olivier points. d'Artigol, du Parti N'oublions pas communiste. un contexte qui fait que Emmanuel Macron a annoncé sur la trajectoire du quinquennat 120 000 suppressions de postes. 70 000. Il était revenu à 50 000. Hein. Non, 70 000 dans la fonction publique d'État, 50 000 dans la fonction publique territoriale. Ça, c'est la première chose. Donc, il va bien falloir, s'ils veulent atteindre cet objectif, commencer à préparer le terrain idéologique. Voilà. Première chose. Deuxième chose, dites-moi les uns les autres, quand est-ce que dans notre pays, on rend hommage à la fonction publique? Tout le temps. Non, jamais. Tout le temps. On rend hommage, je termine, à la fonction publique quand il nous tombe un sale coup sur la tronche. Une tempête. Où on trouve que là, les électriciens, Non, les profs sont formidables. Franchement, les profs. Un attentat où on les trouve profs, que la faut fonction défendre les publique est profs. formidable. Hospitalière aussi, quand même. On Il faut renforce. défendre les profs. Je continue à dire qu'on a Ils sont formidables, les profs. d'État, Il a parfaitement une raison. fonction publique hospitalière qui souffre énormément. La prochaine bombe sociale à retardement dans notre pays, c'est dans les services hospitaliers. Et on a une fonction publique territoriale aussi. Allez, Gérard Leclerc et Benjamin Morel. C'est Gérard étonnant Leclerc. comment on passe systématiquement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, d'accord, on a commencé On par a une dire, en fonction gros, les publique fonctionnaires extraordinaire. sont tous des feignants, et maintenant, on vient d'entendre 2 interventions pour dire, mais pas du tout, tout ça c'est politique et les fonctionnaires travaillent. C'est pas vrai, je suis désolé, la réalité elle est entre les deux. C'est-à-dire que c'est faux de Dans dire... le cas du rapport. C'est faux de dire. Non, le rapport. Si vous écoutez si vous regardez le rapport de près, ils disent effectivement sur 1 million, il y en a 300 000 qui ne font pas les 35 heures. Mais sur ces 300 000 déjà, il y en a 110 000 qui ne font pas les 35 heures simplement parce qu'ils travaillent le week-end, parce qu'ils travaillent la nuit, etc. Donc le problème se pose, si problème il y a, sur 190 000. C'est-à-dire ça fait 20%, 19% des effectifs. Bon, alors il y a un problème sur 19% des effectifs. Et on le sait. Et on en parle après la pause. Ben voilà. Il y a les Et on en- contractuels dedans? Non. Et on en Là, parle j'ai après pas la le pause détail. et je donnerai Excuse-moi, la je sais pas parole dire. à Je sais pas. Elisabeth Lévy et à Benjamin Morel. On parlera également de ce qui s'est passé à Nice hier soir et des forains au Mans parce qu'il y a une forme de contagion de la violence en France. J'ai l'impression que maintenant, voilà, à chaque fois qu'on va manifester, ça va mal se passer. On parlera également de Patrice Evra qui avait insulté, vous le savez, les Parisiens. Il y a une plainte qui a été déposée. On recevra tout à l'heure celui qui a déposé la plainte pour homophobie. À tout de suite. Elisabeth Lévy est avec nous ce matin et c'est un vrai plaisir, Elisabeth. De vous recevoir pour la 2e fois consécutive. Vous étiez là hier, vous êtes là encore aujourd'hui. Je tiens à vous dire que cette émission, cette émission ne serait pas exactement ce qu'elle est sans votre présence. Je vous remercie, Et Pascal. hebdomadaire. Vraiment. Je suis ravi d'être là. Soyez- Je vous remercie. Bon, je vous remercie vraiment grandement. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, je voulais réagir à ce que va dire Benjamin. Qui n'a encore rien dit. Bon, Non, mais sur les fonctionnaires, alors finalement c'est pas clair ce que vous m'avez dit. Ça a tombé sur moi quand même. Mais non, mais voilà, est-ce qu'on peut essayer de dégager une synthèse? Si vous voulez, Oui, Gérard l'a faite, il a raison. on a des études qui portent jusque à la fin du 19e siècle sur ces questions-là, et on voit que le discours qui porte sur il y a trop de fonctionnaires, on le tient depuis la fin du 19e siècle, alors que les effectifs de la fonction publique à l'époque étaient bien moindres qu'ils ne sont aujourd'hui. On a plus de fonctionnaires parce qu'on a une diversification des missions de l'État. Mais est-ce qu'il y en a plus qu'en Allemagne, par exemple, qu'en Italie, en Angleterre ou aux États-Unis? Ça, c'est ça qui nous intéresse. on n'a pas le même rapport à l'État. Mais parce En qu'on Italie, c'est pas sûr. mais parce qu'on a On n'a pas le même rapport à l'État. Mais si vous voulez, voilà, parce qu'on a des missions de l'État qui sont plus diversifiées que dans des États libéraux qui se sont retirés de tout un champ des pans entiers de l'économie. Donc après, sur ce rapport en particulier, il faut différencier 2 choses. Quand on parle de la fonction publique d'État, en termes de nombre, on parle majoritairement de quoi? Des flics, des profs, de la fonction publique hospitalière. Ce sont quand même pas les fonctions publiques dans lesquelles il y a le plus de... voilà. Donc là, on voit que quand même, on touche quelque chose qui est sensible. Alors après, quand vous avez une méga structure comme l'État, évidemment que vous avez des placards. Vous avez
des gens qui sont là depuis longtemps et dont on ne peut pas se passer, et qu'en même temps, on ne peut pas réellement mettre dans des tâches actives réellement importantes. C'est vrai également dans les très grandes entreprises. Et ça va changer. Le vrai problème, c'est aujourd'hui... C'est plus vrai dans les grandes entreprises, il n'y a plus de placard. Non, justement, c'est pas vrai. Dans les grandes entreprises type AXA, etc., bien sûr, qui ressemblent à des administrations, vous avez aussi, si vous faites le même audit, vous allez tomber à peu près. Sauf qu'il y a des cost killers partout. Voilà. Sauf qu'il y a des cost killers dans toutes les entreprises. Non mais moi, ce qui me frappe, c'est que personne n'a parlé d'une chose. En fait, on a parlé du nombre de leurs. Non, mais personne ne parle du fait que les fonctionnaires sont supposés incarner l'intérêt général. Or, beaucoup de Français, dans leur rapport avec ces fonctionnaires, je ne parle pas des policiers ou des professeurs, sur lesquels, à mon avis, il y a un problème de formation qui n'est pas de leur faute, mais qui est quand même réel. Je parle de toutes sortes de gens. Vous pouvez voir à l'URSSAF, dans toutes les administrations avec lesquelles on est confronté. Les gens n'ont pas forcément le sentiment qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont obsédés par l'intérêt général ou qui l'incarnent bien. Et par ailleurs, si vous voulez, vous avez parlé des horaires. Dans une boîte, si vous arrivez avec 2 minutes de retard par rapport au guichet, dans une boîte privée, on va vous recevoir. Vous arrivez dans n'importe quel service public, vous voyez bien que ça va se fermer devant vous. C'est ça aussi qui fait la mauvaise image. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut préciser, moi j'aimerais ajouter un dernier point, c'est que c'est la modernisation de la France qui en dépend. Et que avec les générations qui arrivent, c'est vrai qu'on aura moins besoin de fonctionnaires. Regardez ce qui se passe au Trésor public. Au Trésor public, par exemple. Terminé. Vous avez aujourd'hui, avec le prélèvement à la source et tout ce qui va se passer au Trésor public, vous allez avoir besoin de moins de personnel. Peut-être qu'on en aura besoin plus ailleurs. Il ne faut pas confondre, c'est pas des suppressions d'emplois. Là où les propos d'Emmanuel Macron récents sont intéressants, c'est qu'on a perdu en effet des fonctionnaires qui étaient sur le terrain au contact avec les Français pour les mettre dans les bureaux. On peut sans doute gagner à certains niveaux, mais il faut un redéploiement. Et là, ça part les robots, il y en a de plus en plus maintenant. Bon, affaire à suivre, sauf si quelqu'un veut rajouter un dernier mot, mais très court. Affaire à suivre. Le problème, c'est que l'État en général et les fonctionnaires en particulier, ce n'est qu'un outil qui est au service d'une ambition nationale, de la politique en quelque sorte. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi l'ambition nationale qui est portée par le pouvoir politique? Il n'y en a pas. Donc en fait, cette espèce de mastodonte qui s'appelle l'État est un peu comme un poulet sans tête. Et effectivement, à ce moment-là, on a des missions superflues. Et on a avec des rémunérations modestes. Et des rémunérations modestes. Vous parliez tout à l'heure du Trésor. Très bel exemple. Justement, il faudrait profiter de l'impôt à la source, non pas pour virer des gens, mais pour les mettre sur d'autres tâches, par exemple la lutte contre la fraude fiscale. C'est prévu. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Bon, on va passer à ce qui s'est passé à Nice, sauf si Gérard veut conclure. Mais conclure, Oui, c'est-à-dire... en un mot, simplement, il est normal qu'on demande à l'État, tous les gens se plaignent de payer trop de taxes et d'impôts en France, il est normal qu'on demande à l'État de regarder de près si effectivement tout le monde remplit sa fonction. Et il y a sans doute des adaptations à faire, il y a des secteurs qui vont perdre des fonctionnaires, vous avez tout à fait raison, notamment par exemple aux impôts, mais à l'inverse, il y a d'autres secteurs où il en faudra sans doute plus. On dit toujours que la justice n'a pas suffisamment de magistrats, etc. Donc il en faudra plus. Voilà, mais l'important, c'est que effectivement, chacun soit à son poste et soit utile. Et il y a des efforts à faire, notamment, il faut le dire, dans la fonction publique territoriale. Partons pour Nice et revenons sur ce qui s'est passé hier soir avec une manif qui avait été organisée par les gens d'Attaque pour soutenir Geneviève Leguet. Justine Fraissinet. Ils étaient environ 500 à s'être rassemblés en fin de journée, place Garibaldi à Nice, où s'est tenue la manifestation de samedi. Tous ensemble, résistance! Tous ensemble, Drapeau multicolore à la main pour les uns, gilets jaunes sur le dos pour les autres. Ils sont venus montrer leur soutien à Geneviève Leguet. C'est pas possible de voir ça en France en 2019. Donc maintenant les têtes doivent tomber. Castaner, tu dois donner ta démission parce que ça c'est juste pas possible. Ça c'est toi, Estrosi, le préfet, le Sushi, ça c'est vous, c'est votre résultat. Parmi les personnes présentes, l'une des filles de la septuagénaire. Depuis samedi, son amertume est intacte. Je suis encore en colère, oui. Je suis contente que ma mère aille mieux, mais je suis encore en colère. Pour moi, c'était disproportionné. Voilà. Ils n'étaient pas menacés. Il y avait la possibilité de faire autrement, je pense. Voilà. Et puis, on est dans un pays démocratique, que je crois. D'abord statique, les manifestants ont ensuite défilé dans les rues du centre-ville. Une déambulation sous tension, très encadrée par la police, mais sans incident majeur. Sophie Obadia, il y a un état d'esprit aujourd'hui, je dirais victimaire, un sentiment victimaire qui infuse dans toute la société. C'est-à-dire que la police
Je rappelle que la manifestation a été interdite, la police effectivement fait son travail, et c'est interprété par certains, c'est la dictature. Donc voilà, je le résume à gros traits, bien évidemment, à gros traits. Fantasme, en fait. Bon, mais on va plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes hier qui manifestent, on ne sait pas pourquoi. On ne va jamais. Non, mais les 500, la manifestation était interdite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, mais Geneviève, avec son drapeau, elle dit, mais moi, voilà, et on entend quelqu'un. On n'en sortira jamais. De la même manière qu'il y a une concurrence des souffrances et des mémoires, maintenant nous assistons à une concurrence des victimes. Entre guillemets, parce que cette dame, d'après ce que nous savons, n'a même pas été touchée par les services de police. Donc elle n'a même pas été... Oui, mais elle est quand même victime, on peut avoir de l'empathie pour elle. Elle était dans un mouvement de foule, elle est victime. Bon, donc à chaque fois maintenant que quelqu'un va dans la rue, c'est pour parler de lui, c'est le MeToo au grand sens du terme. Et bien sûr. Moi aussi je souffre, moi aussi je suis représentée, moi aussi je suis représentative, moi aussi je revendique. Donc c'est une concurrence des victimes. Vous n'avez pas la vidéo de Geneviève qui parle... Vous voulez l'écouter? Allez, on l'écoute parce que... Alors, on l'écoute. Mais je vous dis pas qu'elle a dit... Mais la question, est-ce que ce qu'elle a vécu justifie une manifestation? Et ses enfants n'incriminent pas les agents de police. Alors ils incriminent qui? Ils disent qu'on était là, il y a eu un mouvement. Et le mouvement de foule contre l'État dans un match de football aussi. Vous pouvez hurler, ils posent une question. On veut pouvoir manifester où bon nous semble. C'est un débat. Mais quand il y a un mouvement... Non, mais Olivier, vous connaissez très bien quand même le contexte. C'est un week-end avant où il y a eu des violences dans tous les sens. Il y a eu des manifestations qui étaient effectivement interdites dans certains endroits, ce qui est dans la légalité. On a le droit de faire ça. Et ben voilà, donc elle participe à une manifestation interdite. Cela dit, on est très triste pour ce qui lui arrive. Il faut quand même rappeler ça. Si la manifestation avait été autorisée, elle aurait eu sans doute le même problème. C'est même pas une histoire de manifestation interdite ou autorisée. Écoutons-la en tout cas, puisque les équipes de CNews l'ont interrogé. Mais on ne sait pas. On est nombreux, donc je vous propose de ne pas parler les uns sur les autres. Est-ce que c'est possible d'avoir cette discipline, les amis? Écoutons Geneviève Leguet. L'arrêté, on l'a pas eu. Donc moi, ce matin à la télévision, j'ai vu qu'on ne pouvait pas manifester à Nice dans certains endroits. Donc on a donné rendez-vous ici à 10h pour se rassembler pacifiquement. Vous voyez, j'ai un drapeau de la paix. Donc pacifiquement. Tout à l'heure, il nous a dit de dégager. On a tellement chanté fort qu'on n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Pas cette place, même si on vous le demande. Ben écoutez, on la quittera quand on voudra. Dans un premier temps, ils nous ont bien bousculé. Ils ont bien bousculé Florence, moi aussi, et Radija, mais on a résisté et du coup ils se sont arrêtés. On leur parle parce que ce sont des pères de famille, voilà, on leur a dit mais vous respectez pas les femmes, vos mères, vos grands-mères, et quand même je crois qu'on leur a touché un peu le cœur. Bon, elle est très sympathique cette dame, mais elle dit quand même on partira quand on voudra. Moi ce qui me frappe, c'est de quelque côté qu'on se tourne aujourd'hui dans cette société. Plus personne n'accepte l'idée d'autorité. Les profs expliquent que les parents viennent contester leur autorité. C'est même pas le problème des enfants, c'est les parents qui viennent... Tu parles avec un entraîneur de football, il te dit dans mon vestiaire, si je parlais comme je parlais il y a 25 ans, ce serait pas possible. Dans les rédactions d'ailleurs, pareil. C'est-à-dire que de quel côté que tu te tournes, l'autorité aujourd'hui... Plus personne ne veut l'accepter. C'est ennuyeux parce que je rappelle que cette dame, elle est dans l'illégalité. Point. Jean Messia. Il y a deux choses. La première chose, c'est que nous avons effectivement depuis une quarantaine d'années une société qui est organisée par, on va dire, les idéaux de 68, qui sont arrivés au pouvoir à partir de 81, pour qui il est interdit d'interdire. Donc, voilà, j'ai le droit. Donc, tout ce qui est notion d'ordre est assimilé, je caricature, à du fascisme, à du je sais pas quoi, enfin toute la phraséologie habituelle. Ça, c'est la première chose. Et c'est à tous les niveaux. Au niveau de l'école, au niveau des manifestations dans la rue, etc. Donc, la notion d'ordre, elle est cassée, la notion d'autorité, elle est cassée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'agissant de la manifestation de Nice, quand on interdit de manifester dans tout le périmètre du centre-ville de Nice, ça revient à interdire le principe même de manifester, parce que les gens ne vont pas aller manifester dans la mer. Et donc il y a un droit. C'est un quartier, c'est la place Garibaldi. Arrêtez, c'est pas partout. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau de la ville. Donc le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Et l'ordre public en France, on a des manières de faire. Donc vous-même, vous n'acceptez pas l'autorité. C'est extraordinaire. Ben non, vous l'acceptez pas. Alors la deuxième chose, après Elisabeth, je termine. Il y a aussi, les manifestations à laquelle on assiste hier, là, c'est aussi la réaction par rapport aux propos du chef de l'État,
qui n'a eu en l'espèce aucune espèce de commisération, ni de sympathie, ni de compassion pour cette personne, alors que lorsqu'il s'agit, lorsqu'il s'est agi de Théo, qui pourtant était un hors-la-loi que la police tentait de maîtriser, là il a eu le droit à la visite du président de la République en personne. C'est pas le même président de la République. Non, mais c'est pas le même président. Franchement, non, c'est son enfant, excusez-moi. Enfin bon. Non mais franchement, d'abord je pense je vous ai connu Pascal, meilleur dans l'argumentation. Je pense, Pascal, que sur Elisabeth la question Lévy. de l'autorité, vous dites personne ne l'accepte et tout le monde la réclame en même temps. Rappelez-vous le mouvement Pas de vague. Vous dites qu'il y a des profs, des parents qui contestent l'autorité des profs, mais combien de parents la réclament? Combien de parents mettent leurs enfants dans des écoles qui sont plus dures que l'école publique parce qu'ils veulent de l'autorité? Donc je crois qu'il faut pas. Il y a une demande d'autorité. Maintenant, je voudrais vous répondre. Le droit de manifester, à mon avis, qui est très important, il doit être comme tous les autres droits. Je veux dire, il est encadré, borné par le législateur. Borné par le législateur. En conséquence de quoi, ça n'est pas un droit de manifester partout et tout le temps. Sinon, il n'y aurait jamais d'autorisation de manifestation. Vous ne pouvez pas demander ça. Et pour terminer sur ce que disait Sophie, il y a dans le mouvement d'ailleurs des Gilets jaunes et dans tous les mouvements aujourd'hui cette caractéristique victimaire. Moi, je trouve ces manifestations un peu ridicules. Ces manifestations autour de Madame Le Gay un peu ridicules. Je suis très sensible au fait que cette dame est très sympathique. Je regrette ce qui lui est arrivé. Mais honnêtement, ce qui lui est arrivé n'est pas la faute de la collectivité. On ne peut pas en permanence, si vous voulez, se mettre à mettre des nounours et des bougies à tout propos. Enfin, je veux dire, on est chez les dingues, là. On est chez les dingues, là. Sur le côté victimaire, on a aussi ce système, encore une fois, depuis une quarantaine d'années, qui n'ouvre droit qu'aux requêtes de minorités de préférence victimisées. C'est-à-dire la notion de citoyenneté qui, normalement, dans un pays moderne, doit être le fondement du droit. Eh bien là, on a négligé, si vous voulez, la notion de citoyenneté au profit de minorités victimisées. Voilà, exactement. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est précisément le grand retour de ces citoyens oubliés qui ont disparu des radars politiques et qui réclament précisément une reconnaissance politique. Oui, mais alors maintenant qu'on les voit, ils sont Sophie Obadia. Non, mais maintenant, de leur visibilité. Ça a dérapé. Sophie ou Benjamin Morel? Je dis ce que j'avais à dire. Benjamin Morel, alors. Sur la question de Benjamin après Olivier. Sur la question de l'autorité, il faut revenir un petit peu, vous savez, à des propos d'Hannah Arendt qui disait grosso modo, quand on perd l'autorité pour l'école, elle parlait du maître. Alors Hannah Arendt, il faut préciser, peut-être philosophe, tout le monde ne la connaît pas, qui avait notamment couvert le procès. Voilà, mais là, pour le coup, c'est pas dans Eichmann à Jérusalem. Elle dit grosso modo, à l'école, quand on perd l'autorité du maître, on gagne l'autorité du groupe, l'autorité des pairs, l'autorité des autres enfants qui, en fait, font bloc. Et tout d'un coup, vous, petit enfant isolé, vous êtes contraint de suivre ce groupe. Et l'autorité du maître peut être libératrice également. Parce que vous pouvez vous révolter contre le maître, contre le maître. Or, vous ne vous révoltez pas contre le groupe. C'est un peu ce que l'on vit actuellement. C'est-à-dire, au-delà de l'école, dans la société. La révolte contre l'État, va entraîner une autorité de la société sur l'individu. Je suis le membre d'une société, cette société, elle a du prêt-à-penser, elle a des normes qui s'imposent à moi, et je ne me révolte pas contre mes semblables, je me révolte toujours contre l'État, et l'État est une cible facile parce qu'aujourd'hui, l'État est faible. Et là, on est dans une stratégie de communication qui est une stratégie, on va dire, assez commune, qui vise à dire, grosso modo, l'État est le coupable. L'État est le coupable. Nous avons une victime, ce qui est bien la preuve que l'État est coupable. Et donc, suivez-nous, puisque nous nous révoltons contre une autorité légitime. Là, on vient de gagner, grâce à vous, quelques CSP+. Vous voyez, après cette intervention... Et on dit plus que l'État, c'est nous, alors. C'est juste. Bon. Non, mais c'est très intéressant. Olivier d'Artigol. La complexité vient qu'il y a eu la prime à la violence. Dans le sens où, le 10 décembre, Emmanuel Macron lâche les 10 milliards... après 2 week-ends de tumulte et de chaos et de première violence. Alors que le début du mouvement était plutôt... s'était bien passé. Et donc, ça théorise l'idée que si ça casse pas... Vous êtes gonflé parce que vous disiez, il n'écoute pas, si vous ne met pas les 10 milliards, vous dites, le président n'écoute pas. Non, ce que je veux dire, c'est factuel. Il y a eu les 10 milliards. Il y a eu les 10 milliards. Et s'il ne l'avait pas fait, vous diriez, il n'écoute pas. Il voulait qu'il le fasse le premier jour. Et vous dites, c'est prime à la violence. J'aurais préféré que le gouvernement écoute ce que disaient les corps intermédiaires, comme on disait, ou les élus locaux, ou les syndicats, ou les associations, qui alertaient sur le sentiment d'une politique très inégalitaire, sur le président des riches. Les alertes, elles avaient eu lieu avant le mouvement du 17 novembre. Mais il a donc fallu ça. Ça a introduit la notion de violence dans le mouvement social. Première chose. C'est surtout le Notre-Dame-des-Landes. C'est une réalité. Et deuxième chose, mais le droit à manifester était encadré.
par la Constitution. Et le seul problème, c'est qu'avant, on déposait l'itinéraire des manifestations. Tout ça faisait l'objet de négociations avec les services de la préfecture. Et donc, ça se passait comme ça, sans que d'ailleurs les mobilisations qu'on ait pu organiser n'obtiennent rien en termes de satisfaction. Sur les revendications, c'est un petit problème. Donc là, c'est parti en vrille, pour des raisons qu'on connaît, parce qu'il n'y avait pas de représentants légaux du mouvement des Gilets jaunes, donc pas de négociations à la préfecture, etc. Mais je maintiens que l'arsenal sécuritaire ajouté pour répondre à ce cas spécifique a créé un climat où beaucoup de personnes sont inquiètes légitimement sur leur liberté constitutionnelle à manifester. Mais vous pouvez dire non. Mais là, vous n'êtes pas sérieux. Gérard, vous pouvez dire non, mais je vous assure qu'il y a beaucoup Lévy. de personnes qui sont dans la crainte de ça. Moi, franchement, je n'ai pas le sentiment qu'en France... On manque de manifestations. Franchement, objectivement, nous dire aujourd'hui qu'on manque de manifestations en France, ça fait sourire quand même. Je n'ai pas le sentiment qu'en France, franchement, notre problème... Le monsieur qu'on va dans une direction négative. D'accord, des gens jugent ça, et on a Et le droit de penser vous venez de dire qu'il y a quand même un vrai problème avec les Gilets jaunes, faut le dire, c'est que les manifestations n'étaient pas déclarées, ce qui est déjà dès le départ illégal. Mais il fallait entendre la détresse sociale avant la casse. Vous devez dire, je fais une manifestation tel jour, de tel endroit, tel endroit. Moi, demain, je vais faire une manifestation pour Macron avec des banderoles « Vive Macron ». Je vais être appréhendé. Vous voyez bien que non. Mais je vous avais rien fait. Franchement, non mais arrêtez. Non mais arrêtez de dire qu'on ne peut pas manifester dans ce pays. C'est pas une question d'autorisation. Non mais c'est pas une question d'autorisation. Mais non, si une manifestation spontanée en faveur du pouvoir, jusqu'à présent, ça c'est une théorie. Vous faites un job, vous en savez rien, vous ne l'avez pas fait. Donc faites-le, on verra. Ça existe. Simplement, toutes les manifestations, Olivier D'Artigol le sait très bien, toutes les manifestations depuis toujours, notamment les manifestations syndicales, sont toujours déclarées. On négocie avec la préfecture un itinéraire, c'est-à-dire que c'est pas Elisabeth Lévy. l'itinéraire que l'on... Il n'y avait pas d'interlocuteur pour les Gilets jaunes. Et Elisabeth Lévy. Non mais écoutez, Qu'est-ce que vous voulez dire, Elisabeth, sur ce qui s'est passé hier à Nice? Soyons raisonnables. On écoute le proc après. Vous voulez écouter un son? Pardon. C'est ce que vous avez dit? Non. Soyons raisonnables. Comment on peut dire qu'on n'a pas le droit de manifester dans notre pays alors que ça fait 3 mois que ça fait... Non, ou même qu'on a peur pour nos libertés. Vraiment, vous avez peur pour nos libertés? Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Benjamin qui me semble intéressant. Parce que je pense qu'une partie de notre problème est là. Avant, nous disions l'État c'est moi, parce que l'État c'est nous en vrai. Il n'y a pas un argent de l'État qui serait ailleurs, une caisse secrète. Or maintenant, il y a une espèce d'extériorité pour les gens de l'État. C'est comme si l'État était une sorte de corps étranger qui vient nous enquiquiner, nous ponctionner, mais avec lequel nous n'avons aucun rapport de légitimité. Et ça, je pense que c'est un élément de la crise politique, comme le refus de toute verticalité. Eh ben, c'est remarquable ce que vous venez de dire. Merci. Vraiment, Elisabeth Lévy. Et vous en avez besoin d'autres, Je trouve que on va marquer une pause. On va marquer une pause. On va d'abord remercier l'ami Éric de Ritmaten qui vient trop rarement nous voir. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais si, il va revenir. Merci, cher Éric. Et effectivement, c'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est aussi ce qu'a dit Sophie, c'est-à-dire parlez-moi de moi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Une forme de narcissisme, d'individualisme poussé à l'excès, et tout le monde descend parce que plus personne ne pense qu'il peut être représenté par quelqu'un d'autre, sauf par lui-même. Donc, c'est le simple fait d'avoir organisé tout autour du marché, d'avoir fait des consommateurs, des producteurs, de l'individualisme. C'est moi, mon petit plaisir. D'accord, mais l'absence de marché, c'est pas non plus. On va marquer. Pas que ça. L'homme n'est pas qu'un individu économique, c'est aussi autre chose. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je remerciais Éric de Ritmaten, figurez-vous, même s'il n'y avait pas vraiment de rapport entre les deux choses. Mais c'était quand même bien de vous remercier. Merci Éric de Ritmaten, et merci encore Éric de Ritmaten. À tout de suite.